c'est une sorte de pacte. Hein. Je pense que scellent les joueurs entre eux, l'idée de se dire on fait face au haka, on se promet des choses. Et il faut évidemment que ce pacte il y ait de la continuité. Parce que sinon. Ça, c'est le plus difficile. Parce que ça te finit au zapping sinon. Voilà, parce que très souvent tu rivalises sur le haka et tu rivalises pas toujours sur les 80 minutes. Pour World Rugby, on balaye les grandes heures du 15 de France, aussi bien les exploits que les coups de mou, avec Maxime Mermoz. Bonjour Maxime. Bonjour. 3 quarts centre, voilà, 35 sélections en équipe de France. Voilà. Pour, pas charcuter, mais évoquer justement un cas unique dans l'histoire du rugby international, puisque notre invité d'aujourd'hui, c'est le seul joueur au niveau mondial qui a participé à une finale de Coupe du Monde de rugby, c'était en 99. 12 ans plus tard, il était sélectionneur de l'équipe de France. Et 12 ans plus tard, on se retrouve ici. Marc Lévremont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et 12 ans plus tard, vivre une Coupe du Monde et peut-être une finale de Coupe du Monde. Et figurez-vous que la finale de la Coupe du Monde 2023, c'est le 28 octobre et c'est mon anniversaire ce jour-là. Ce serait un joli cadeau quand même. Et bien comme ça tombe très bien. Ton premier ton premier souvenir de Coupe du Monde, 87, toi Maxime, tu avais 1 an toi ? Oui, j'avais 1 an, donc ça va être compliqué de raconter mes souvenirs. Et toi, ton premier souvenir de Coupe du Monde, 87 ? Moi, j'avais 18 ans, je commençais à jouer en première division. Bon, le rugby était amateur à l'époque à Perpignan et ce sont de très très grands souvenirs. J'ai pas raté un match, alors c'était en Australie, bien sûr, et je me souviens bien sûr de cette demi-finale extraordinaire de l'équipe de France contre l'Australie, de l'essai de Serge Blanco qui nous avait offert la victoire, enfin de toute cette équipe, cette génération-là. Magnifique moment. Et ta première sélection avec l'équipe de France, c'est en 95, juste après la Coupe du Monde de 95. Pourquoi pas avant ? Parce que j'étais certainement à maturité tardive et que j'avais eu quelques stages en équipe de France et que j'avais très certainement, je manquais aussi un peu d'ambition. J'étais un profil un peu particulier parce que en tant que troisième miel, j'étais à 90 kg, donc c'était quand même des standards de poids déjà à l'époque assez loin de la norme. C'est le mid-mêlée d'aujourd'hui, ça. Oui, quasiment, voilà. Et puis même à l'époque, puisque mes concurrents, entre guillemets, c'était des Benazzi qui étaient à 2 mètres et 115 kg. Et donc c'est arrivé sur le tard et j'ai eu assez peu de sélections d'ailleurs, 25 sélections seulement, pas mal de blessures aussi. Mais alors attends, excuse-moi, avec ton gabarit, tu fais quand même une Coupe du Monde de rugby à 7 en 97. Je fais juste avant oui, c'est effectivement, on avait la chance cette période-là, en tout cas à l'époque, à la transition du rugby amateur au rugby professionnel, de jouer et à 7 et à 15 et donc avec notamment mon compère de l'époque, Olivier Magne, on jouait à la fois en équipe de France de rugby à 15 et aussi rugby à 7, donc ça reste un excellent souvenir, effectivement, Coupe du Monde à Hong Kong, ouais. Perdu en quart de finale, là, cette fois-ci contre l'Afrique du Sud. Absolument. Avec mon petit frère Thomas, c'est quand même une chance aussi de jouer sous le même maillot et en équipe de France avec son frangin, Olivier Magne. Pas le même gabarit, Thomas il avait tout pris pour moi, je lui rendais 15 kilos et une bonne dizaine de centimètres. À table il finissait les restes tout le temps. C'est ça, c'était le préféré de notre famille, donc il avait... Tu jouais à 7 toi Maxime ? J'ai joué à 7 jeunes, à l'époque il y avait le championnat avec le Stade Toulousain, mais après il y a vraiment une scission entre le 15 et le 7 et le milieu professionnel était plus dans le 15, donc on n'avait plus le temps après quand on était en espoir pro déjà, c'était trop contraignant physiquement, il faut une préparation vraiment adaptée, on peut le voir aujourd'hui encore plus avec le circuit mondial, c'est un autre sport. Alors qu'avant c'était une continuité, je me souviens des meilleurs joueurs, notamment de l'hémisphère sud, leur laboratoire c'était l'équipe nationale de rugby à 7. Et pour ne citer qu'un peu connu, Jonah Lomu, je l'ai connu en tant qu'adversaire, il avait 18 ans au tournoi de Hong Kong. Avant, ça devait être en 93 ou 93, 2 ans avant ou 1 an avant qu'il explose. Et personne ne le connaissait, quoi. Des Georges Gregan, des Cullen, C'est moins le cas aujourd'hui, hein, c'est moins le cas aujourd'hui, comme le disait Max, il y a une ultra spécialisation ou du 15 ou du 7 et il n'y a pas d'aller-retour comme c'était le cas à l'époque. Puis on peut voir des stars aussi du rugby à 7, parce que je regarde beaucoup le circuit de Seven mondial, c'est super agréable à regarder,
qui n'arrivent pas à percer dans le 15, alors qu'à 7, ils traversent le terrain et c'est des pointures. Après, j'ai le souvenir de Djuro Kosoko qui est passé par là. C'est un peu comme le futsal dans le foot. Nous, c'était le rugby à 7 et c'est vrai qu'en France, c'était pas spécialement la culture qu'on avait, alors que tous les All Blacks qui arrivaient, tout s'était passé, en tout cas les trois quarts, tout s'était passé par le Seven, comme aujourd'hui les frères Ioannais qui sont des joueurs incroyables. Absolument. 99, Max, t'as 13 ans. Oui. Toujours dans les Vosges. Et tu regardes la Coupe du Monde et tu le vois pour la première fois. Oui, je suis fidèle supporter du 15 de France, donc je rêvais dans mon petit village de Longchamp dans les Vosges. Donc oui, c'est de toute façon, nous on passait Dijon, c'était le sud, donc voir ces joueurs-là déjà à la télé, c'était un rêve. Et tu me dis, t'as qu'un souvenir de cette Coupe du Monde, toi, en tant que spectateur? C'est les émotions que ça procure, c'était ce match France-Nouvelle-Zélande. On va dire malheureusement, on en a reparlé pas mal avec Christophe Dominici, et donc on a revu des images en boucle, mais les All Blacks qui étaient pour moi un modèle rugbystique, se faisait un peu renverser par le petit poussé et de bien belle manière avec 40 points. Donc c'est des images qui marquent à vie, même si ça arrive un an après la Coupe du Monde 98 de foot, qui était un événement incroyable pour la France. Et du coup, j'étais dans une région très football, donc c'était très présent. Mais à la maison, en tout cas, il y avait les sacs de rugby et je loupais aucun match. Tu avais déjà un rugby très débridé aussi. Hein. Tu parles de Dominici, on peut en citer plein d'autres sur ce côté French flair et tout ça qui nous a tous étonnés évidemment. Comment toi tu le ressentais, ce côté un petit peu jouer libéré finalement? C'était Scrella et Villepreux. C'était aussi un peu une forme de continuité du jeu à la toulousaine et certainement en termes d'identité de jeu à la française. On peut penser que c'est quand même le club qui symbolise le plus à l'échelle de notre pays cette identité de jeu, faite de liberté, mais aussi toujours la rudesse d'un paquet d'avant quand même. Et ça compte aussi, que ce soit au Stade Toulousain en équipe de France. Et effectivement porté par des individus qui se sont retrouvés avec, comme souvent dans l'histoire du 15 de France aussi, des moments où l'équipe de France a été au sommet. Alors 2 ans avant cette Coupe du Monde 99, il y a un grand chelem, 97, 98, 2 grands chelems consécutifs, et puis une année un petit peu où on est au fin fond de la classe avec des humiliations, notamment en Nouvelle-Zélande, contre les Tonga, contre les Samoa, et un statut pour cette équipe de France, en tout cas à l'orée de la Coupe du Monde 99, vraiment d'outsider pour le moins, beaucoup de critiques, des matchs de poule assez compliqué jusqu'à ces phases finales. Scrella dira, j'avais noté cette phrase-là, et il dira que cette Coupe du Monde fut humainement difficile à vivre pour tous les membres du groupe France. C'est ton ressenti aussi, toi? Non, pas pour moi, parce que moi j'étais joueur, et pour avoir vécu 12 ans plus tard une Coupe du Monde en tant que sélectionneur, la pression, on va dire, la dimension, la responsabilité est tellement différente, et que moi j'ai le sentiment d'avoir vécu cette Coupe du Monde de 99 avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme. J'étais juste heureux d'être là. Je revenais d'une grave blessure à la clavicule, et donc j'étais absolument pas certain d'être dans le petit papier. Donc j'ai eu de la confiance incroyable de Scrella et de Villepreux qui m'ont pris alors que ça faisait 6 mois que je jouais plus au rugby. J'avais mon petit frère à mes côtés de moi, j'avais mes potes, j'étais plein d'ambition et très loin évidemment de l'état d'esprit des entraîneurs de l'époque qui étaient extrêmement critiqués. Même en interne, on a parlé déjà à cette époque-là d'autogestion des joueurs à cette époque-là. Ça a été évoqué. Alors après, il y a toujours le jeu de certains qui considèrent qu'à un moment ils veulent s'octroyer un petit peu. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu le sentiment qu'en tout cas en 99 il y a eu une forme d'autogestion et plutôt une responsabilisation des acteurs à un moment où ces matchs de poule compliqués, le soulagement d'une victoire à Dublin en quart de finale contre les Pumas qui n'étaient pas encore les Pumas d'aujourd'hui et que l'on maîtrisait à peu près. Et puis ce match qui a été abordé en demi-finale contre les All Blacks, comme j'ai le sentiment en tout cas que les joueurs il y avait une forme de certitude de tous les acteurs que la France n'avait pas la moindre petite chance de gagner ce match, quoi. C'est ce qu'on se disait juste avant, c'est que les bookmakers en Nouvelle-Zélande, ils tablaient non pas sur la victoire, mais sur l'écart du score. C'est ça, complètement. Mais c'est complètement vrai. Moi j'ai le sentiment qu'on s'est préparé en se disant, bon d'accord, on n'a aucune chance.
Mais on peut penser que des fois, on peut jouer pour autre chose que la victoire, notre honneur, éviter l'humiliation. Toujours est-il qu'on y a mis une intensité dans la préparation, dans l'investissement assez incroyable. Les Blacks ont toujours été dominants dans l'histoire des Coupes du Monde. Cette année-là, peut-être plus encore, parce qu'ils massacraient tout le monde sur leur passage. Et le contexte, c'était vraiment... c'était mission impossible. Il y avait à la fois un contexte assez particulier, parce que nos dirigeants étaient clairement soulagés que la France soit qualifiée en demi-finale, alors qu'on nous promettait l'enfer. Nos entraîneurs étaient soulagés, les supporters étaient plutôt contents. C'était du plus, quoi, c'était du bonus. C'était une forme de bonus, quoi, et on y a mis des ingrédients assez incroyables, avec un scénario rocambolesque, et qui a généré une émotion... hallucinante. Moi, je me souviens des gens qui pleuraient partout, du public anglais de Twickenham qui chantait la Marseillaise, des Anglais tout au long de la semaine qui étaient bouleversés par ce spectacle. C'était un match un peu incroyable. Ça n'était hélas qu'une demi-finale, hein, puisqu'on est lourdement tombé en finale quelques jours après contre les Australiens, peut-être moins talentueux encore que les All Blacks, mais nettement plus préparés, conditionnés, sûrs de leur force, et nous le soufflet quelque part était retombé, quoi. 99, tu joues avec Fabien Galtier, Oui. qui Et lui Raphaël deviendra Ibanez. également sélectionneur, tout comme toi. Comment tu le vois à ce moment-là, Galtier ? Fabien, ça a toujours été un joueur extrêmement doué. On se connaît depuis qu'on a 19 ans. Il a un an de moins que moi. On était étudiants à Toulouse. On a fait nos armes sous la houlette de Robert Bru, qui était un peu le père dans la méthode toulousaine. Et c'est un mec qui a une importance énorme pour moi, qui m'a donné confiance. Et Fabien, de tout temps, a été un surdoué. Il était surdoué chez les jeunes. Il est devenu surdoué en équipe de France. À cette époque-là, ceci dit, les entraîneurs et les joueurs, d'ailleurs, lui préféraient un joueur peut-être moins talentueux, encore qui s'appelait Philippe Carbonneau, mais qui était adoré par les avants. Et il se trouve que des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et qu'en début de Coupe du Monde, en préparation même, Philippe Carbonneau se brise les ligaments croisés, et que Galtier, qui n'avait pas été pris d'ailleurs par le staff, nous rejoint pour le dernier match de poule contre les Fidjiens, et son talent, son expérience, certainement son sentiment de revanche aussi par rapport à ça, va nous faire beaucoup de bien, et il va être un des acteurs majeurs de cette rébellion à partir de la demi-finale. Okay. On a également à ce moment-là, tu en parles notamment dans ton bouquin, tu as écrit un bouquin, je dirais thérapie peut-être, je sais pas, Il y avait un peu de ça, sûrement. Cadrage et débordement, où tu parles d'un moment très fort, du moment de la Marseillaise, en plein centre du stade de Twickenham, justement. Tu peux nous en donner un petit peu En fait, c'était pas lié à la Marseillaise au départ, c'était lié justement à la préparation au Haka. Comme à chaque fois, Max l'a vécu un certain nombre de fois contre les Blacks. On se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment à la fois c'est le premier rendez-vous. respecter... C'est le premier rendez-vous. De toute façon, quand tu es face aux Blacks, si déjà tu es passif comme ça face au Haka, tu perds déjà la première bataille. C'est donc déjà il faut marquer les esprits, c'est ça que tu dis. Il y a une forme de dramaturgie avec les hymnes qui génèrent beaucoup d'émotions, et eux ont ce haka que quelque part que tu respectes mais que tu subis aussi. C'est un cri de guerre qui te lance, qui les sublime avant le coup d'envoi. Et on s'était dit déjà à ce moment-là, comment faire pour casser ce rythme quelque part, les hymnes, le haka, le coup d'envoi, et on en prend plein la gueule quoi quelque part. Et du coup on s'était dit on va essayer... Sur le même scénario un peu en fait. Entre les Coupes du Monde, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça s'est passé... Quand on partait en tournée, je reviens un petit peu dessus, on partait en tournée même en 2010, même si ça s'était pas trop mal passé, mais t'as l'impression que c'est toujours pareil, nous c'est fin de saison, t'y vas. Le haka, donc tout le monde est un petit peu content quand même d'être là, parce que tu dis je l'ai vécu, la famille sont contents, les supporters ils kiffent, t'essaies de pas en prendre 40, et puis après tu rentres chez toi, c'est toujours pareil, donc ouais c'est vrai que casser la rythmique, et c'est à chaque fois que ça s'est fait, en plus à chaque fois il y a une rébellion derrière, donc c'est une sorte de pacte, hein. Je pense que scellent les joueurs entre eux, l'idée de se dire on fait face au haka, on se promet des choses. Et il faut évidemment que ce pacte il y ait de la continuité. Parce que sinon... ça c'est le plus difficile, parce que ça te finit au zapping sinon. Voilà, parce que très souvent tu rivalises sur le haka et tu rivalises pas toujours sur les 80 minutes. Toujours est-il que des grands moments qu'avec et puis on a un chant guerrier France, aussi, c'est ça aussi finalement nous avec la Marseillaise. On a notre Marseillaise, c'est vrai, voilà. mais on n'a pas le haka quand même. Donc on aurait pu penser à une forme de French cancan, mais enfin je vois mal les joueurs élaborer un French cancan avant le coup d'envoi, ça peut être un peu déstabilisant peut-être. Et toujours est-il que donc pour en revenir à cette demi-finale de 99, on se dit il faut absolument casser ce rythme. Et donc on s'est dit, après le haka des All Blacks, plutôt de nous placer pour le coup d'envoi, on se réunit
et on prend le temps qu'il faut. Il y avait déjà les impératifs de télévision. Je me souviens que l'arbitre du jour s'impatientait, que les Blacks étaient en place pour donner le coup d'envoi. Et nous, on dit, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on reste ensemble. Et là, spontanément, ce n'était pas prévu. Une Marseillaise, une deuxième Marseillaise, a cappella entre nous, contribue quelque part à sceller un petit peu ce pacte. La plupart de mes coéquipiers sont en pleurs, très émus et tout ça. Et c'est un moment d'exception quelque part. Évidemment, il va arriver ce match assez incroyable. Et ce scénario de dingue, cette victoire contre les grands favoris de la compétition qui va sublimer ce moment. Mais à ce moment-là, c'est un moment un peu hors du temps, moins spectaculaire que ce qu'avait vécu l'équipe de France, plus tard en 2007, notamment le quart de finale à Cardiff, moins spectaculaire que ce V ou cette flèche que vous avez mis en place en 2011 à l'Eden Park, mais un moment d'intimité et d'émotion assez très puissant. Tu as une autre Marseillaise qui, j'ai l'impression, a résonné pour toi sur le plan perso. Le matin de la finale de 2011, tu montes sur le mont Eden à Auckland, et là aussi, spontanément, vous chantez les Marseillaises. Tu rigoles beaucoup? Non, je rigole parce qu'on en a parlé en off, et c'est vrai que j'ai pris des coups dans ma carrière, mais je m'en souvenais pas du tout. et heureusement, tu m'as précisé que c'était bien le staff, parce que je t'ai dit, je pense que c'était que le staff, parce que moi, le matin du match, j'étais pas en mont Eden et j'ai pas chanté de Marseillaise. Oui, mais sincèrement, on a des épisodes, parce que moi, je dis, par exemple, 2011, mes souvenirs, c'était toute cette préparation. Chambon, c'était incroyable. Ça contribue quand même Moi, c'est plus que les matchs. Les matchs, limite, surtout que c'était pas non plus folie fauchon. C'est une continuité, les bons et les mauvais moments, mais tu as raison de dire que les 2 mois de préparation, c'est quand même des moments exceptionnels à vivre. Moi, ils contribuent, c'est le début de l'aventure, quoi. Je l'ai vécu en tant que joueur, je l'ai vécu en tant que sélectionneur. Et c'est des moments aussi uniques. Il y a moins de tension, mais des moments de convivialité où tu sors un peu du cadre du rugby, où tu apprends à te connaître, où tu vis des grands moments. La pression monte, on se découvre, on vit des choses. Lever le matin avec les huskies, porter des trucs, des kayaks, faire des run and bike là, pendant 2 heures, dormir chez les gens. Moi, c'est ces souvenirs-là qui restent à vie. Et pour moi, c'est des meilleurs souvenirs que sur le terrain. Donc c'est pour ça que la Marseillaise le matin sur le mont Eden, sincèrement, tu vas en parler mieux que moi parce que... Il y a les petits et les grands moments. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tant que sélectionneur aussi à préparer quelque part cette avant-Coupe du Monde, ces stages, faire vivre aux joueurs des aventures un peu différentes, les bousculer un peu. Et donc, pour en revenir à ta question, qu'est ce jour de finale de Coupe du Monde. Un moment du coup un petit peu intime parce que vous n'êtes pas nombreux. En fait, c'était avec le staff uniquement. On s'était dit on laisse les joueurs récupérer le matin puisqu'on jouait en soirée aux horaires néo-zélandais, en fin d'après-midi ou à 20h je crois. Et donc on s'était dit symboliquement, on a quand même vécu aussi le staff des grands moments, des moments compliqués aussi. On va partir en petit footing, on essayait régulièrement de passer des moments entre nous, et donc on est une quinzaine à monter en petit footing en haut du mont Eden, le mont Eden qui surplombe l'Eden Park. Et puis là on est en haut, il y a en plus 3 Néo-Zélandais avec nous qui faisaient partie du staff de l'aventure, et spontanément on chante une Marseillaise. On avait pris des ballons, on fait un petit match de rugby à toucher dans les jardins du mont Eden, ça a quand même un sens quand tu sais la symbolique et l'idée que le soir potentiellement on avait cette ambition d'être champion du monde. Ça a été effectivement de très très grands moments, et là en l'occurrence uniquement avec le staff. Moi j'ai un souvenir, tu t'en souviendras certainement aussi, traditionnellement après la remise des maillots et le départ vers le stade pour le match, on est encadré par des motards et il y a un silence de cathédrale dans le bus, chacun écoute de la musique, et là les joueurs avaient eu la bonne idée de mettre en place une bande son. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Si, j'ai des souvenirs. Alors peut-être que là aussi on le disait, les joueurs, l'entraîneur. Jean-Jacques Goldman. Ah non, pas Jean-Jacques Goldman. Il n'y a pas eu je crois pas. Ensemble. Ah non. Moi, il me semble que moi, c'était beaucoup plus beau. Il y avait l'œil du tigre. Non, même pas l'œil du tigre. J'ai souvenir que d'une musique, tu vois, l'œil du tigre. Je pense que. Parce que c'est la musique somptueuse. Je me souviens plus du titre du film Gladiator. Oui. Celle-là. Oui. Et en plus, on est escorté par des motards. Je sais pas si tu t'en souviens. We are free. Voilà. Malgré tout, le bus avance au pas parce que la ville est noire de monde. On traverse le flot des supporters néo-zélandais. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est que cette musique, donc de Gladiator plutôt, dans le bus, et le public néo-zélandais qui nous applaudit tout le long C'était un moment de grâce, On allait jouer contre leur équipe. Alors, c'est Dimitri Zarzeski qui avait proposé, proposé en imposant une bande son. Donc l'initiative était géniale, et puis bon, nous
on va dire que tout était bon à prendre. C'était la playlist officielle du 15 de France. Alors dans la playlist, oui, il y avait Now We Are Free Ouais, de c'est ça. Gladiator qui est incroyable. Je m'étais même marié sur cette bande son. Mais il y avait aussi L'œil du tigre parce qu'il est un peu plus guerrier. Ah bon. Et si je Jean-Jacques j'en suis sûr à Goldman. 99%, il y avait, et si tu regardes les paroles de la chanson Ensemble de Jean-Jacques Goldman, Ah ouais. c'est ce mur immense qu'on va affronter et qu'on va Ah oui, tu la vois. symbolique des paroles. Sauf que le début, on dirait des Péruviens dans le métro en train de faire de la flûte, quoi. Ah, mais Donc, tu vois et comme sur quoi, le coup, il y a eu un petit. On s'est regardé, d'ailleurs, on peut pas rigoler, mais. tu vois comme quoi on parle des souvenirs et on occulte Oui. certaines choses. J'ai pas du Mais tout moi, c'est le souvenir de ensemble. Goldman dans le truc. J'ai vraiment cette musique, Faut cette la chanson. mettre, faut la mettre. Écoutez-la parce Il que. manquait que les Péruviens dans le bus, c'est Ah, ça je te jure. Mais c'est vrai que toi, c'était fédéré et c'est pour ça que cette chanson Ensemble et celle de Gladiator, elle est très forte, très très forte. Ouais. Voilà. On parle de la finale là, de 2011. Par contre, et je reviens à ton bouquin, parce que tu parles pas de la finale de 99. Et pourtant, je t'ai présenté en étant finaliste Dans le de bouquin. 99. Bah après, parce que j'ai écrit le livre après 2011, c'est une forme peut-être de catharsis aussi. Mm. J'avais envie d'exprimer des choses. Mais bon, elle t'a pas laissé visiblement un souvenir, cette Celle de finale. 99. Ouais. Bah, parce que l'actualité était à 2011, on va dire, et pourtant je me souviens beaucoup plus du match peut-être de 99 que de 2011. En revanche, bien sûr, tout ce qui s'est passé, et puis cette responsabilité, en fait. J'ai l'impression que la Coupe du Monde 99, je l'ai vécu avec une émotion d'enfant d'une certaine manière, à savoir tout kiffer, tous les moments compliqués, et celle de 2011, bien sûr, en tant qu'adulte, quelque part responsable, avec des moments intenses. Moi, C'était nous les enfants finalement. Mais oui, d'une certaine manière, je vous ai traité de sale gosse à un moment. Il y avait une dimension d'affection aussi là-dedans, mais il y a un Tu peu de coupes ça. l'herbe sous le pied, mince. Ouais. Attends, ça veut dire que tu étais sale gosse aussi en 99 ? Oui, certainement. J'étais peut-être pas le pire des sales gosses de la même manière. En 99, j'étais quand même un joueur qui était au service et que j'étais pas le mec qui avait, je pense, qui manifestait le plus de crise d'ego en tant que joueur. Après, les égos des uns et des autres, déjà pour être un compétiteur, il en faut. Hein, et encore une fois, et j'apprécie aussi des gens qui ont su, ou des joueurs qui ont su me bousculer certaines fois. Moi, j'ai cette capacité, ou cette chance en tout cas, avec du recul, de magnifier un petit peu tous les moments. Et donc, même si bien sûr que j'ai le souvenir de moments extrêmement durs, violents, où je me suis senti seul, je me suis senti très critiqué, je me suis senti isolé, même si j'ai le sentiment que bien sûr que 12 ans plus tard, il y a des choses que je pourrais faire autrement, je garde d'excellents souvenirs et je garde surtout une affection très particulière avec chacun des membres de mon staff, mais aussi des joueurs, même si les relations ont été tendues ponctuellement. Le sentiment que les uns et les autres, avec mes erreurs, mes maladresses, celles des joueurs parfois, on a vécu quand même un moment d'exception et j'ai le sentiment que c'est peut-être l'essentiel, quoi, au-delà des choses que j'aurais pu certainement faire autrement, sans avoir de regrets fondamentaux sur mes choix. Et en même temps en ayant conscience que bien sûr qu'aujourd'hui certainement avec 12 ans de plus j'aurais aimé faire les choses différemment et notamment entretenir plus de proximité avec les joueurs parce qu'il y a eu une cassure qui a été... Évidemment, c'est pas en les traitant de sale gosse, effectivement. Il y a une dimension d'affection encore de sale gosse. Ouais. Et puis Alors la violence des conférences de presse, elle est... Et puis je peux même... ce serait idiot de me justifier, mais c'était quand même cette expression de sale gosse. C'était le soir d'une demi-finale où en accord avec le capitaine Thierry Dussautoir, on s'était dit les joueurs... Souvenez-vous, on a une finale dans une semaine, quoi. Ah, Soyons responsables. Ne sortons pas, ne partons pas à Auckland qui est à feu et à sang. Marc, c'est logique, tu n'as même pas à le dire en fait. À ce moment-là, tu n'as même pas à le dire. Et j'apprends, C'est logique. c'était convenu avec le capitaine, et j'apprends le matin le lendemain que 6 joueurs ont fait le mur et sont rentrés à 5 ou 6 heures du matin, dont 2 ou 3 titulaires. Je suis juste déçu et en colère, et donc spontanément, j'ai dit c'est des sales gosses. Donc ça n'a pas plu, c'est normal. Quelque part, c'est presque une anecdote qui a été pas très apprécié par certains à l'époque, mais là aussi j'ai pas de regret. Oui, comme tu dis, tu passes un pack avec les mecs, tu as une semaine d'une finale de Coupe du Monde. Tu sais que tu dois faire des sacrifices, quoi. C'est pas ça, mais moi toute la semaine je repensais à mon père, à tout ce que j'ai vécu. J'ai qu'une envie, c'est de me donner toutes les chances de récupérer et d'être en forme, que tu joues ou que tu joues pas. C'est une aventure et dans une semaine tu rentres chez toi. Donc à ce moment-là, je peux comprendre, c'est la déception, c'est même pas la colère, je pense que c'est de la déception. Et puis c'est ça, c'est quand tu considères que c'était petit, tu as envie de les couver, mais quand ils te chient dans les bottes, et ben les mecs, c'est plus pour un peu les piquer, mais je pense qu'il faut voir plus de l'affection. Puis sincèrement, s'il y en a qui veulent retenir ça, on va dire, ou pour essayer de justifier, mais je pense que quand un coach te traite de sale gosse,
il n'y a pas non plus agression et c'est plutôt, moi ça m'a fait Moi, plus c'est- rire moi, c'est qu'autre comme ça chose que parce que Mais ça affecte qu'au final on peu. reste des adultes. C'est comme ça que Bon. j'appelle mes neveux quand je parle à mes Oui. frères. Mais bon, voilà. Mais en même temps, il y avait un climat aussi de tension Ouais. vis-à-vis de moi à cette époque-là depuis quelques semaines. Et j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est que peut-être, je ne l'ai pas fait consciemment, je ne l'ai pas fait pour les blesser, je l'ai fait de manière spontanée, comme la plupart du temps. Je crois avoir été quelqu'un d'assez spontané, maladroit parfois, certainement. Mais quelque part, tu vois, ça c'est les a malgré tout impliqués cette et- mobilisation des joueurs, C'est ça. je crois que tu as vécu de l'intérieur, et se disent on est isolé, on est seul au monde. Pour certains, on est aussi en colère contre l'entraîneur. Pour certains, on considère qu'il n'est pas bon et on peut compter que sur nous. Et pourquoi pas. Et l'essentiel, en tout cas, c'est ce pacte que les joueurs ont scellé avec leurs sensibilités différentes. Tu l'as vécu. Moi hein. j'étais suiveur dans le groupe, j'avais 25 Oui, ans, tu avais quand même des Il y fortes avait des leaders, il y personnalités, avait des fortes tauliers, personnalités. ouais. À ce moment-là, j'étais pas conscient de tout ce qui se passait. C'est pour ça que Oui, on j'apprenais vit pas dans les des- médias des ouais. choses qui se passaient dans la même salle où j'étais. Donc c'était le dernier de mes soucis. Moi, je voulais juste me préparer, être performant et qu'on gagne. Le reste, comme les conflits ou les discordances. Parce que cet esprit de colo qu'on évoquait au tout début, il y a mieux comme colo, finalement. Ouais, dans- des fois, dans quand la tu restes préparation, trop enfermés ensemble, au bout d'un moment, c'est ce qui se passe, je pense. On le voit, tu enfermes des gens. Tu vis en autarcie pendant longtemps, parce que la vie sociale après une Coupe du Monde, c'est compliqué. Enfin, quand on est revenu de Nouvelle-Zélande, j'étais devenu une bête sauvage. Enfin, j'étais redevenu une bête sauvage des Vosges. Socialement, c'est compliqué. Alors, des familles sont venues, il y avait un peu de famille, etc. Mais c'est particulier. En plus, à l'autre Voilà. bout du monde, comme ça. La ça peut être- reconnexion, effectivement, Ah ouais, avec la vie réelle, elle est pas évidente. Donc les émotions sont complètement décuplées à l'autre bout du monde, surtout milieu, mais que entre mecs tout le temps, les fortes têtes, des leaders, il y a quand même des mecs du Pays Basque, des mecs au milieu, vous essayez de prendre en plus des joueurs un peu de tous les clubs. Donc il y a, tu vois ce que je veux dire, je pense pas qu'il y avait comme aujourd'hui en tout cas l'esprit Club France. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu Je l'esprit. pense, ouais. Ils ont créé un Club France aujourd'hui, l'équipe de On France. sent en tout Toi, cas, les pour revenir et pour évoquer cette coupe du Monde et cette équipe de France, un état d'esprit, comme tu dis, un Club France, une forme de famille, incarné par un leadership pour moi, juste exceptionnel d'Antoine Dupont et sa garde rapprochée, des Exactement. Marchands, des Aldry, des Gelonge. Ils sont en mission, Voilà, dans le tu même sens une club. mission Là. et tu sens une camaraderie Ouais. qui existait peut-être moins en 99, telle que je l'ai vécu. Et en même temps, je crois que les joueurs, en 99 comme en 2011, comme à d'autres moments, les joueurs ont su mettre de côté un petit peu leurs inimitiés, les petits tiraillements, les histoires d'ego. À un moment, face à une échéance exceptionnelle quelque part, et notamment un match contre les Blacks, parce que c'est toujours mythique, et ne faire qu'un quelque part et se promettre des choses le temps d'un match. Et c'est peut-être l'essentiel. Bien sûr qu'on a joué dans des contextes sportifs, et le rugby c'est aussi ça. Quand tu as la chance et le sentiment que tu joues avec tes frères de jeu, c'est juste exceptionnel parce que c'est une dimension supplémentaire. Mais certaines fois, tu composes avec des gens avec qui tu partirais pas forcément en vacances, et ça peut fonctionner aussi s'il y a cette intelligence de tous les acteurs de se dire maintenant on a besoin de tous et tout le monde doit être à fond sur le projet. Je reviens en 30 secondes sur ta nomination. On te propose le job de patron du 15 de France. Non, c'est juste avant, je crois, le quart de finale de Cardiff contre les All Blacks. On te la propose. Et toi, tu donnes ta réponse juste avant le match pour la 3e place qui est perdu face à l'Argentine. Et là, on parle de 2007. de 2007, ouais. pardon, de 2007, absolument. Est-ce que là, tu te dis, oula, ça va être dur de remonter? Comment je vais trouver le 15 de France ou quoi? Non, absolument pas. Non. En Non. 2007, non. Non, mais moi, j'ai un parcours aussi. C'est aussi pour ça que je me sens reconnaissant par la vie de m'avoir offert ces opportunités, quelque part, ces moments de grâce. Parce que moi, déjà, à la base, on parle de 2007. 2002, j'arrête ma carrière sur blessure. Je le vis extrêmement douloureusement. J'ai beaucoup de mal à faire mon deuil de ma carrière de rugby. Et je m'étais toujours promis de jamais entraîner. Et Arbitrage, non, c'était pas ton truc? l'arbitrage, j'aurais aimé. Ouais. Et entraîneur, en fait, c'est les hasards, les circonstances qui font qu'à Biarritz, le président Marcel Martin de l'époque me propose d'entraîner, me dit Marc, j'ai le sentiment que tu as la sensibilité pour entraîner. Et j'y vais, et c'est une révélation. Et 5 ans plus tard, à peine, alors que je ne voulais surtout pas entraîner, un monsieur, Bernard Lapassé, que nous avons perdu il y a quelques mois, qui a été un immense dirigeant, et derrière, j'ai eu la chance d'avoir des dirigeants, Bernard Lapassé et Pierre Camus, d'une dimension humaine exceptionnelle, m'appelle en tout début de compétition, contrairement à ce que tu dis, à savoir que juste après la défaite contre l'Argentine, match d'ouverture de 2007, il m'appelle et il me dit « Je souhaiterais que tu succèdes à Bernard Laporte en tant que sélectionneur ». Je lui dis « Mais Bernard, de quoi tu me parles ?»
Et je refuse même de le rencontrer et d'échanger. Et ça dure des semaines et des semaines. T'as et pas je vu vais ça comme une accepter. opportunité? En aucun cas. De la même manière que comme joueur, j'avais assez peu d'ambition. Donc c'est aussi pour ça que les sélections sont peut-être arrivées assez tardivement. J'avais absolument pas l'ambition d'être sélectionneur de l'équipe de France. Et au contraire, je me disais la dimension politico-médiatique, j'ai envie de dire sublimée par Bernard Laporte, qui est devenu secrétaire d'État. Je me sentais engagé dans le club où j'étais, à Dax, où j'avais fait venir mes frères Thomas et Mathieu. Je n'avais pas d'ambition du tout, quoi. Et en fait, Bernard Lapassé a eu... j'ai finalement m'a relancé, ça a duré plusieurs semaines. J'ai accepté de le rencontrer, je me suis fait l'avocat du diable. Et c'est lui qui a eu cette volonté de me donner confiance en moi. Et ton entourage, ils en pensaient quoi? Je me suis confié à mes petits frères, tes notamment frères, j'avais fait venir mes frères, Thomas et Mathieu à Ah Dax, le président, j'ai une pensée aussi pour Gilbert Pontins, le président de Dax. Tous m'ont dit, Marc, tu peux pas tourner le dos à cette opportunité. Et j'ai fini par me faire convaincre. Et je pense que ça m'a aidé quelque part. Alors que d'autres en rêvaient. Beaucoup. Et d'ailleurs, mon parcours, il a été aussi très vite critiqué, parce qu'on me reprochait, à juste titre d'ailleurs, mon manque de légitimité, mon inexpérience. Dans le regard des joueurs, je l'ai vu. Est-ce que ça t'a pas poursuivi tout le mandat finalement? Tout le mandat, j'ai dû me battre. Déjà que le parcours, il n'a pas été linéaire. On a eu des bons moments. Et Max l'a vécu avec un grand chelem en 2010, des victoires en Nouvelle-Zélande, des victoires contre l'Afrique du Sud. Mais il y a aussi des déculottés et des humiliations très très dures. Donc ça m'a suivi tous les 4 ans et j'ai dû aussi me battre contre ça. Ça n'a pas été que simple. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas d'ambition et c'est pour ça qu'avec du recul, bien sûr, que je me sens privilégié par la vie et extrêmement reconnaissant par la vie et par ces gens-là qui m'ont fait confiance, Bernard Lapassé, Pierre Camus. On lançait cette mode des préparations un peu commando finalement à cette époque-là. On en a beaucoup parlé aussi pour 2015 avec Saint-André, mais tu disais tout à l'heure, c'était pas évident, quoi. C'était une volonté de... Le rugby a bien sûr beaucoup évolué, mais en première Coupe du Monde 87, je me souviens de mémoire que les joueurs s'étaient préparés aussi en montagne à Saint-Lary. Donc l'idée, en fait, il y a peut-être 3 objectifs sur ces stages d'avant Coupe du Monde de tout temps, depuis donc 40 ans quasiment que ça dure. Il y a à la fois une planification physique, et là aujourd'hui plus d'outils, de moyens, de méthodes pour vraiment faire en sorte que les joueurs arrivent individuellement et collectivement au sommet de leur forme physique. Idéalement, quand tu as l'ambition d'être champion du monde pendant les phases finales de la compétition. Il y a l'idée de créer du lien, de la cohésion, de faire vivre des moments d'exception, parce qu'on sait qu'on va vivre des moments très complexes pendant cette compétition. Et puis de sortir aussi par ce moyen-là les joueurs un petit peu d'une forme de confort. Donc on leur a offert des stages commando avec le RAID, avec le GSG, dans la montagne, dans des contextes, sortir de l'activité rugby. Il y a des bons moments aussi, il y a eu des petites troisième mi-temps, il y a eu ce concours de restauration là, dans ce château incroyable. Qui était génial. Ce château, j'aurais l'adresse. Je sais pas si tu as l'adresse. À Rochefort-en-Yvelines. Ouais. Incroyable. C'était quoi ça? C'était incroyable. C'était un château forme de Rochefort-en-Yvelines. Donc on avait fait à la fois des activités un peu de sport, puis les joueurs... VTT dans la forêt, on avait fait. Et puis on avait fait du VTT, on avait fait du paintball. D'ailleurs, vous nous avez massacré, les 3 équipes de joueurs s'étaient mis contre le staff. On en avait pris plein la gueule. Et puis le soir, les joueurs ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds quelque part. Et en fait, on fait venir des chefs, des gens comme Yves Comdebord, et qui avaient organisé des menus. Et donc il y a eu une compétition entre joueurs d'un repas préparé. Et puis le soir, une 3e mi-temps avec le staff qui était un peu le jury. Donc des moments très sympas aussi de convivialité. Ouais. On a vu cette préparation, ces moments un peu compliqués et tout ça. Je voudrais que chacun vous parliez de ce que vous ressentez au moment de la finale. Tu parlais avant d'arriver à l'Eden Park justement tout à l'heure, mais pendant la finale, on est hors du temps. Je te laisse parler, Marc. Max, il l'a vécu comme joueur. Bon, là aussi, la différence, elle est fondamentale entre... Je pense que j'étais comme toi en 99, toi. Oui. Oui, tu étais spectateur, supporter. Ouais, toi, dans l'année, je me blesse à l'épaule pour la 2e fois, 3e fois, il me faut opérer. Ouais. Du coup, vous me faites confiance. Donc, du coup, pour moi, et ça m'a valu une sacrée embrouille aussi, mais j'étais tellement heureux d'être là. Et quand je revoyais mon parcours des Vosges, que tout était que du positif et du plus, quoi. Donc c'est pour ça que mon ressenti est complètement différent d'un sélectionneur qui a dû Max avait, je pense, une personnalité un peu différente de beaucoup et qui lui a valu de ne pas toujours être très apprécié non plus. Et c'est vrai qu'il avait une nature à la fois d'ambition pour lui et pour le groupe. Et
Et comme il l'a dit, en plus son parcours, parce qu'il avait été blessé longtemps, ça fait longtemps qu'on pensait à lui, et notamment qu'on voulait installer cette paire de centres avec Aurélien Rougerie qui nous paraissait très complémentaire et qu'il a été du reste. Et ça a été beaucoup retardé à cause des blessures. Et donc il avait une attitude extrêmement positive. Et après, en tant que sélectionneur, la différence elle est fondamentale, à savoir que le coup d'envoi pour un joueur, c'est quand même une forme de libération du stress, et que tu joues ton match, et que le sélectionneur, tu subis des événements, tu essaies de rester lucide malgré tout, de faire des choix par rapport au coaching, et que c'est des moments là aussi complètement différents à vivre, avec du stress, avec de l'intensité, que pendant 78 minutes, 77 minutes, j'ai espéré jusqu'au bout qu'on serait champion du monde. Que pour l'anecdote aussi, là aussi, j'avais fait parmi les choix qui ont été contestés et contestables, j'avais choisi de donner à Jean-Marc Doussin sa première feuille de match, jamais internationale, première feuille de match, finale de Coupe du Monde. Et je m'étais mis dans la tête que Jean-Marc, avec sa spontanéité, sa fraîcheur, son insouciance d'un môme de 19-20 ans, il allait rentrer à 20 minutes de la fin et qu'il allait être décisif et qu'il nous allait offrir la victoire. Et en fait, le temps que je demande à mon staff de le faire rentrer, le staff tergiverse, il devait remplacer Dimitri Yachvili, qui était quand même un des tauliers ou le taulier de l'équipe. Et qui était blessé. Et qui jouait blessé, qui jouait infiltré, qui traînait à la patte. Et en fait, Jean-Marc, il reste 4 minutes. Et le malheureux, il touche un seul ballon et il fait un en avant. Et là, les Blacks mettent la main sur le ballon, on est à 3 minutes de la fin. Et là, je dis, tout s'écroule, quoi. Là, je dis, on ne sera pas champion du monde, c'est terminé. Et là, c'est vraiment des moments douloureux à vivre. Je me souviens d'être resté un long moment seul dans les douches, d'avoir été rejoint par Pierre Camou, d'une longue accolade. Après, c'est tout ce protocole, les joueurs en pleurs, le visage tuméfié de Morgan Parra, les Blacks évidemment qui célèbrent leur victoire. Ils étaient soulagés parce que ils ont serré les fesses. Oui, il y a la semaine, ils avaient peur parce que on parlait de 99, on peut parler de 2007. La France était la bête noire des Blacks, même si on les avait joués en poule. On en a pris combien? 35, je crois. Ouais, mais avec des contenus intéressants. Oui, toujours pris un peu à froid au début de match. Un ou deux lancements où on est crédule. On sait qu'ils font qu'ils jouent dans le sens et qu'ils renversent pour mettre leurs trois quarts contre nos avants. Et malgré tout, on se fait quand même avoir. C'est un peu de passivité. Mais ils savent très bien que sur un match on va dire, à élimination directe, à chaque fois, ils se sont cassés les dents. Alors nous, on n'a plus rien à perdre à ce moment-là. On est la risée du rugby mondial. Je me rappelle, vous avez mis des articles au mur. Je ne sais pas qui a mis ces articles au mur. Ouais, les joueurs. Que ce soit les anciens joueurs sud-africains, des anciens joueurs français, sans les citer, qui à juste titre avaient un petit peu honte de ce qu'on produisait. Et on ne peut pas dire l'inverse, c'était pas folie fauchon. Non. Même si le quart de finale avait été plutôt intéressant, la demi-finale c'était un brouillon de rugby, c'est vrai. Après, c'est vrai que le match de Tonga nous fait mal en termes de messages qu'on essaie de passer. Mais une finale, c'est une finale. Et en fait, la pression s'est inversée complètement sur cette finale. Et nous, je dis, tu perds. De toute façon, personne ne nous voyait là. Tu gagnes. On pensait à France 98. Dans nos têtes, je me rappelle les Dimitri et tout ça. Et il pensait, il dit, les gars, si on gagne en 20 ans, même plus, jusqu'à la fin de notre vie, qu'on aura marqué le rugby français. Et puis on pourra continuer à faire ce qu'on aime, à exister, à rester dans le milieu et kiffer. Et puis créer quelque chose entre nous de fort, quoi. Donc c'était... d'être sur le terrain, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que déjà, d'être à l'échauffement, ça enlève la pression. Et le coup d'envoi... tu dis enfin, quoi, et finalement tu n'as plus cette notion de dire les All Blacks, pas les All Blacks. Tu dis c'est une finale, tu as une chance, enfin pas une chance sur deux, mais en tout cas tu as au moins une chance qui existe de gagner, même si elle est minime. Mais sincèrement, le visage des Blacks, nous en étant sur le terrain, en plus avec la blessure de Dan Carter, il y avait tout qui faisait qu'ils étaient un peu dans l'inconfort, alors qu'ils avaient deux équipes, pouvaient aligner deux équipes extraordinaires. Et c'est vrai que plus le match avançait, notamment avec l'essai de Thierry Dussautoir, plus on a senti cette tension partagée par les joueurs, les All Blacks, la crainte de perdre, et le public, parce que le stade était médusé quelque part. Médusé, il voyait l'inéluctable arriver, à savoir une victoire française, qui n'est jamais arrivée. J'ai une question, parce que j'étais sur le terrain, je me rappelle, donc Morgan qui est positionné en 10, Morgan Parra qui est détruit à retardement par Mako X fois, Dimitri Yachvili blessé mais qui joue,
François qui rentre, mais qui n'a pas eu vraiment de confiance, Non, mais qui fait une bonne rentrée. qui fait une bonne entrée, mais il y a cette pénalité. Moi, je me rappelle d'une pénalité à plus de 40 mètres, je crois, face À au 40 poteau. et quelques, ouais. Je crois que Damien Traille, il dit non, je la prends pas. Moi, je pensais que Damien Parce allait qu'avec- tenter parce qu'il avait la longueur, il Damien, était en il a- forme. Mais je En crois fait, que. il s'approche du ballon et Tranuc a déjà mis la main dessus. François d'autorité prend le ballon pour la tenter. Bon, après, c'est une anecdote, hein. Il y a eu d'autres situations où Mais je crois qu'à ce moment-là, on peut repasser, on devant. passe devant. Ouais. Bon, il restait 10 minutes encore, donc Ouais. je pense que l'arbitre. Non, mais nous on a eu d'autres opportunités Ouais. d'aller marquer des points. Et bon, Pour finir, on est 12 ans plus tard. Fabien Galtier t'a passé un coup de fil pour avoir quelques conseils. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Oui, là, en fait, c'est pas des conseils, mais il a souhaité pour maîtriser quelque part tout le contexte de cette Coupe du Monde, même s'il en a vécu plusieurs en tant que joueur, et y compris, il a eu cette opportunité en tant que membre du staff de Jacques Brunel de vivre une Coupe du Monde, ce qui est pour moi aussi un avantage, donc une forme d'avance. Et il a vécu 3-4 Coupes du Monde en tant que joueur, je crois. Et donc, de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait souhaité appeler un petit peu tous les différents acteurs, notamment sélectionneurs, pour parler de nos ressentis 10-12 ans après, de la préparation, des matchs de poule, des matchs de phase finale, en voulant se nourrir quelque part et mettre quelque part toutes les chances de son côté. Donc bon, on ne s'est rien dit de révolutionnaire, mais on a évoqué des souvenirs qu'on a vécu déjà ensemble, puisque 99, on l'a vécu comme coéquipier avec Raphaël Ibanez aussi. Et puis des histoires aussi, mon ressenti de 2011, des choses peut-être que j'aurais fait différemment. Fais gaffe à ta com, par exemple. Comment ? Fais gaffe à ta communication. Non, pas sur la communication. La communication, Fabien, il maîtrise, il a suffisamment d'expérience. Qu'est-ce que tu lui as dit par exemple par puis rapport en à plus, 2011 et en plus, moi, j'ai pas de regret vis-à-vis de ma com. C'est pas la com qui fait le résultat quelque part. Hein. C'est anecdotique. Et par rapport à 2011, quel conseil tu lui as donné du coup ? Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai parlé de la façon dont, déjà, j'avais pas l'ambition d'entraîner, la façon dont j'avais été sélectionneur trop tôt pour certains, pourquoi pas, mais enfin, en tout cas. Lui a fait ses armes quand même en club. Fabien a une immense expérience en club, et puis ça fait longtemps qu'il avait entraîné, alors que moi, pas du tout. Donc nos profils sont complètement différents, le contexte est complètement différent. Moi, j'ai abordé cette compétition avec beaucoup de naïveté, mais je suis un peu. Et j'avais l'ambition surtout d'impliquer les 30 acteurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, le plus longtemps possible. Et j'avais dit à partir du 3e, 4e match de poule, il faudra quand même se diriger vers une équipe type. Ça tombait bien, c'était la Nouvelle-Zélande, donc c'était un match. Et après, essayer de négocier le moins mal possible. Ce match des Tonga, qui on l'a vu, ça a été complexe. Et du coup, je pense que c'était, et avec du recul, c'était certainement une erreur, à savoir que j'aurais dû assez vite, dès les matchs amicaux, dégager une équipe type, donner de la confiance aux joueurs, et du coup il y a eu ce climat un petit peu d'insécurité des différents acteurs. Bon, après augmenté par le fait qu'il y avait de la rivalité chez certains, pas toujours de grosses amitiés, et plus ce climat de critique, et que ça a un peu desservi notre contexte. Et en même temps, je me dis que s'il n'y avait pas eu cette humiliation contre les Tonga, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette rébellion, cette prise de conscience collective. Donc, encore une fois, comment regretter le sentiment que j'aurais pu faire autrement ou choisir autrement, mais en même temps que l'histoire, elle a été belle comme ça, qu'évidemment, on aurait tous aimé être champion du monde, mais qu'il reste aussi ses émotions, aussi éprouvées et aussi partagées avec un public. Les gens nous parlent en permanence de cette dramaturgie quelque part de cette finale. Évidemment qu'on aurait préféré être champion du monde, mais c'est le comme ça, retour on en peut pas France a réécrire été l'histoire. extraordinaire. Hein. On a eu un retour magnifique. Parce que sincèrement, on a eu un ascenseur, un grand écart émotionnel. Pendant des semaines, la risée du rugby mondial. On revient, sincèrement, moi j'avais aucune fierté de perdre d'un point en finale. C'est soit tu gagnes ou soit tu perds. Il n'y a pas, tu as perdu, mais quand on est arrivé, on était à la Concorde. Il y avait une foule, il y a c'est quand même du incroyable. monde. Ah ouais, reçu à l'Elysée. En fait, c'était la fierté. Le seul truc qui réchauffait un petit peu, c'est la fierté dans le regard des gens. Bon, le président de la République, c'est jamais vraiment la sincérité, mais la fierté en tout cas dans les familles, dans tous les acteurs du rugby, même dans les coéquipiers, il y a quand même une fierté d'avoir fait quelque chose de beau et d'avoir véhiculé de l'espoir. Enfin, c'était ça, parce que au moins les gens étaient fiers. Toi, on a perdu, même si
Personnellement, t'as aucune. Enfin, moi, j'ai aucune fierté de perdre Non, un mais point en finale. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est de la fierté. Moi, je suis très attaché aux émotions en fait que tu vis et que tu fais vivre. Oui. Et bien sûr qu'il est fondamental de gagner des titres. Hein, c'est ce qui a conforté c'est quand ce qui même. nous construit et tout ça. Mais malgré tout, ce statut quelque part de loser qui fait que tu perds une finale, les gens l'ont inversé en disant cette équipe-là, à l'autre bout du monde, critiquée par tous, y compris par sa presse, avec les doutes, avec ce parcours complexe. Elle nous a offert une émotion assez incroyable sur cette finale où ils ont réussi à faire douter la meilleure équipe du monde sur ces terres dans un contexte très hostile, avec un arbitrage peut-être à charge et tout ça. Et que donc c'est peut-être là l'essentiel, même si on est en 2023 et que l'essentiel pour nous aujourd'hui c'est d'être champion du monde pour la première fois. Mais c'est surtout ce sentiment des gens qui souhaitaient exprimer une reconnaissance d'avoir vibré. Même si la fin est tragique. Et les gars, vous êtes rentrés dans l'histoire. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir fait vivre ce moment-là et toutes ces grandes heures et tout ça. Un grand merci à vous et plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Merci Marc. Juste un petit pronostic du coup pour la Coupe du Monde. Moi je suis un très mauvais pronostiqueur. Parfois, en tout cas, j'aime pronostiquer ce que j'ai envie de voir. Donc j'ai envie d'une Coupe du Monde qui soit belle déjà, parce qu'elle se passe en France. J'ai envie d'un beau rugby. Et j'aime beaucoup cette équipe de France qui on parlait d'émotion. Son état d'esprit, elle nous génère de l'émotion, elle est aussi compétitive. J'ai croisé aussi des bouts de chemin avec Raphaël Ibanez, avec Fabien Galtier, avec William Servat qui était ton coéquipier en 2011. Il a croisé tout le monde, William. Oui, donc bien sûr que j'ai envie que l'équipe de France soit championne du monde et j'ai le sentiment que c'est son destin quelque part. Maintenant, il faut gagner les matchs. Il y a des aléas. Ils viennent d'en vivre un avec la blessure de leur ouvreur Romain Ntamak. Maintenant, il y a encore bien sûr beaucoup de talent au sein de cette équipe. Merci beaucoup. Merci Bonne Coupe du Monde à vous. Marc. À plus.